enchaîner avant de passer au déjeuner avec une conférence de Richard Hanna qui est juste ici à ma droite. Richard Hanna, il est développeur, il est auteur aussi de 2 podcasts qui s'appellent Técologie et Au cœur des tiers-lieux. Et il va essayer aujourd'hui d'adresser un dilemme qui paraît insoluble, à savoir est-ce que la technologie et l'écologie sont conciliables? Et je le laisse prendre la parole pour essayer d'y répondre. Bonjour à tous, merci Lorraine, merci aux organisateurs pour l'invitation. Voilà, la présentation est faite, on va gagner du temps. Alors on m'a proposé ce sujet, comment lier technologie et écologie quand tous les opposent. Effectivement, c'était ma baseline du podcast écologie, qui a un peu changé depuis. Je ne sais plus d'ailleurs c'est quoi aujourd'hui, mais c'est questionner la technologie dans la société, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai essayé de plancher sur le sujet en puisant un peu, surtout de mes rencontres. Je vais vous parler un peu aussi, notamment les rencontres grâce au podcast écologique que j'anime depuis fin 2018. Où je rencontre notamment Olivier, que vous avez entendu tout à l'heure, sur les ingénieurs qui doutent. Je suis aussi, pour compléter ma présentation, l'emoji vélo, il n'est pas pareil que sur Linux, mais je suis aussi militant vélo au niveau local, et je suis venu à vélo ici grâce au Vélo Mag. D'ailleurs, j'ai dû installer l'application, on en parlait tout à l'heure, j'ai dû installer l'application sur le smartphone pour louer un vélo, ce qui est un peu dommage, mais j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs là-dessus. On va commencer par les moustiques. Vous y attendiez pas, hein? Vous avez remarqué, cet été, c'était un peu compliqué, non? Tout le monde a été piqué, c'est bon? Tout le monde a eu le chikungunya? Pas encore? Peut-être l'année prochaine? Bon, je suis pas un grand devin, mais a priori, on devrait avoir quelques petits problèmes de chikungunya prochainement. L'année prochaine, peut-être. Déjà, il y en a eu quelques-uns cette année. Comment contrer ça? Des scientifiques, des entreprises ont pris des moustiques mâles, les ont stérilisés, les ont diffusés dans l'environnement, ce qui permet d'avoir des copulations entre moustiques femelles, moustiques mâles, stériles. Vous avez ça en tête, une copulation de moustiques? Ok, on va passer à autre chose. Et du coup, ça permet de réduire effectivement le nombre de moustiques dans l'environnement. Donc l'être humain a modifié, on va dire, son environnement en modifiant des moustiques, en modifiant un peu aussi la sexualité, la reproduction des moustiques. Alors les abeilles disparaissent, les insectes pollinisateurs en général disparaissent de plus en plus. Je passe les chiffres, hein, moins 60, moins 70% depuis X temps. Je suis pas là pour ça, c'est pas grave. Alors la solution à ça, de faire des mini-drones. En ce moment, on fait pas mal de progrès dans les drones, hein, notamment grâce aux usages militaires. Pourquoi pas construire des drones qui vont polliniser les fleurs pour qu'on obtienne des fruits. Hein. Sans pollinisateur, l'être humain disparaît tout de suite. Hein. Alors, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert que quelles entreprises travaillent là-dessus. C'est Walmart, ok, les grandes chaînes de centres commerciaux américains. Bon, c'est un peu... Et en fait, en lisant l'article, c'est parce qu'en fait, c'est dans leur truc de risque, analyse de risque, en fait, Walmart ne peut pas survivre si on n'a pas d'insectes pollinisateurs. Voilà. Battement de l'aile du papillon, etc. Alors, on va aller un peu plus loin. Réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être envoyer dans la stratosphère, dans l'atmosphère, des gaz, des aérosols, pour réduire le nombre de radiations, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas le nombre la quantité de rayonnement solaire qu'on obtient sur la Terre, et donc réduire l'effet de serre. Donc il y a des projets un peu fous comme ça, notamment venus de la Silicon Valley, mais pas que. Hein, d'ailleurs, on va le voir aussi, pour réduire donc la sécheresse, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'ensemencement de nuages pour faire pleuvoir. Alors je vais vous surprendre peut-être. Est-ce que vous savez qu'il y a un pays pas très loin de chez nous qui le fait déjà? Quelqu'un sait? Non, personne? C'est la France. Oui, en fait, il y a des choses qui sont faites en France pour ensemencer des nuages, pour
des objectifs d'agriculture en fait, pour arroser les trucs agricoles. Bon, généralement, c'est pas les paysans qui le font, hein, c'est de l'agro-industrie à grande échelle. Alors, il y a du CO2, beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, pas de problème, on va capturer ce CO2 grâce à des technologies qui malheureusement ne sont pas encore éprouvées, hein, ça ne capture pas beaucoup de CO2. Surtout que ça ne capture pas beaucoup de CO2 par rapport à l'énergie que ça consomme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre proches d'énergie renouvelable ou d'énergie bas carbone. Notamment, il y a des expérimentations, pas ici d'ailleurs, mais sur la photo, mais en Islande. Donc proche d'énergie à base de géothermie. Mais ça capte franchement pas beaucoup. Il y a globalement pas beaucoup d'espérance par rapport à ça. Mais quand même, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent là-dedans, qui mettent de l'argent et qui, quoi. Bon, ok. Pour capturer le carbone, on peut aussi planter des arbres. Malheureusement, ces arbres sont de plus en plus victimes des sécheresses et du changement climatique, des insectes. Dans les Vosges, moi j'ai pu le constater aussi, hein, en voyage, en vacances dans les Vosges. C'est absolument catastrophique par rapport à un insecte qui attaque les arbres. Je passe du coq à l'âne. Dernièrement, j'ai vu Interstellar. Tout le monde a vu Interstellar? Ouais? Non? Ok. Bon, gros résumé. En fait, sur Terre, la production agricole est de plus en plus compliquée dû au fait qu'il y ait de plus en plus notamment dans le film, on le voit, des nuages de poussière qu'on appelle dust. Et d'ailleurs, j'ai été surpris en regardant sur Wikipédia, les dust ont vraiment existé. Ce que vous voyez dans le film, en fait, des nuages de poussière, dans les débuts du XXe siècle, en fait, à cause de l'agriculture qui était déjà industrielle, le fait de laisser des champs avec la terre nue, avec les vents, en fait, ça emportait la terre. Donc ça, c'était surtout aux États-Unis, hein. Ça emportait la terre et du coup ça créait des nuages de poussière. Et donc dans le film, c'est omniprésent au début du film. Et ce qu'ils cherchaient à faire, donc les Américains, hein, parce que c'est américano-centré, hein, ce film, c'est d'aller dans l'espace. Hop, j'ai dû appuyer 2 fois. Et du coup, je spoil un peu la fin. Notre héros, donc, qui est pilote de fusée, voilà, qui arrive notamment à la fin sur une espèce comment on peut appeler ça, un truc volant, enfin un truc dans l'espace, une espèce de non, j'ai entendu station, voilà. Je cherchais le mot, mais merci Olivier, tu l'as vu. Donc une station spatiale où en fait on a reproduit un peu la gravité terrestre parce que c'est rond, voilà. Et on retrouve le champ de maïs qui était omniprésent dans le début du film. Donc ça c'est un peu drôle dans l'espace. Et on retrouve un peu ces idées d'aller vivre dans l'espace parce qu'en fait, oui, pardon. Ils vont chercher à aller vivre dans l'espace. En fait, ils vont aller chercher des planètes habitables. Parce que la Terre, en fait, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, il faut aller coloniser d'autres planètes ou vivre dans l'espace sur des choses qu'on maîtrise. On a cette thématique un petit peu dans Wall-E, le film Wall-E. Tout le monde l'a vu? Si vous ne l'avez pas vu, il faudrait. Où en fait l'être humain a dû partir à bord de fusées de la planète Terre qui était complètement polluée, de déchets, etc. C'était invivable, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Et donc on retrouve une humanité qui a été complètement finalement un peu déshumanisée, qui est affalée depuis sa naissance jusqu'à sa mort dans des fauteuils avec des écrans, etc. Et qui ne se parle pas. Voilà. Et Wall-E va foutre un peu le bordel. Voilà, je spoil un peu. Et tout ça, on peut rapprocher ça d'une certaine idéologie qui s'appelle le long-termisme. Le long-termisme. On voit long terme en fait, et c'est notamment Elon Musk et toute sa clique en fait de technofascistes américains maintenant, états-uniens, qui promeut, sans le dire, ce long-termisme. En fait, ils s'en foutent clairement, hein, tu me diras si tu confirmes ça, Lorraine, d'un peu de la planète, de l'aspect on va réduire le réchauffement climatique. Ce qui les intéresse, c'est vraiment
voilà, la conquête spatiale, aller vivre sur d'autres planètes. Parce que concrètement, si la planète, si le plan A n'est plus vivable, on a d'autres plans. On peut aller vivre ailleurs, on peut vivre dans l'espace. D'ailleurs, Elon Musk souhaite mourir sur Mars, il me semble. D'où rêve. On a autre chose qui a émergé ces derniers temps, c'est tout ce qui est e-ax. Ça vous parle? Ça parle à personne? Ah je vais être utile aujourd'hui, c'est cool. C'est les accélérationnistes des technologies. Donc en fait, c'est tous les essentiellement technophiles. Ça vient beaucoup des États-Unis, mais on va revenir en France, ne vous inquiétez pas. Qui arborent aujourd'hui, même dans leur profil LinkedIn, ce côté accélérationniste qu'il faut pas s'arrêter. On n'arrête pas le progrès, on continue. Et puis c'est des gens qui adulent Elon Musk et compagnie. On a eu récemment, il y a je crois 2 ans, le Techno Optimist Manifesto de Marc Andreessen. C'est ce monsieur qui a l'air vachement sympa, mais pas du tout. Attention. On va dire c'est un milliardaire de la tech. Hein. Il a investi dans des techs, dans Facebook et compagnie. Et donc il a écrit un manifesto, ce monsieur. Un manifeste à lui tout seul. Hein. Généralement un manifeste c'est à plusieurs, mais lui, je fais mon manifeste techno-optimiste. Et concrètement, il veut abolir tous les règlements environnementaux, la CSRD, voilà, tout ce qui est RSE, tout ça, faut l'abolir, faut abolir l'État, faut abolir la régulation. Et laissez-nous faire, nous les ingénieurs, on va réparer les choses. Laissez faire la technologie, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Ça va surtout s'arranger pour lui et pour sa clique, mais bon, vous inquiétez pas. Donc ça a fait pas mal parler dans les podcasts, ça a pas mal écrit dessus. Si vraiment, je vous invite à le lire. Voilà. Revenons en France, on a ce technosolutionnisme, ce solutionnisme technologique ambiant, notamment incarné par notre président de la République, qui adore Station F et les startups, voilà, Startup Nation. Et la dernière sortie, elle est bas carbone, c'est du technosolutionnisme bas carbone, donc il invite, durant une conférence Choose France, donc choisir la France, aux providers de data centers de venir installer vos data centers, donc les méga data centers, plug, baby plug, a-t-il dit à Station F. Je crois que c'est la Station F, bon, peu importe. Donc il a dit ça, face au drill, baby drill de Trump. Mais à aucun moment on ne sait pourquoi faire en fait, installer ces data centers. Voilà, après, c'est Gugus qui font un peu peur, petite image mignonne. C'est bon? Donc, on en a parlé tout à l'heure, Michel Robert nous en a un peu parlé, limite à la croissance. Donc, depuis 1972, on sait finalement que y a des limites à ce qu'on produit, à notre mode de vie, on va dire, surtout d'occidentaux. Et grâce à l'informatique, grâce à des modèles informatiques qui ont permis de dire à un moment, on va atteindre un pic en termes de production de services, de nourriture. Et donc, il y aura une chute, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a une limite aux ressources planétaires. Et c'est pas que juste pétrole, etc. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer un peu dans les détails. Vous pouvez aller... Alors, tout n'est pas bon à prendre parce que les Meadows, donc le couple Meadows dans ce bouquin, ça flirte un peu avec le néo-malthusianisme, avec le contrôle des populations. Donc, attention à ça. Et je passe vraiment du coq à l'âne. Non, tout ça pour vous dire que je travaille sur un jeu vidéo, petite pause publicitaire, rien à voir, dissonance totale, qui s'appelle Trois-Rivières et du coup qui va traiter justement des contraintes liées aux ressources. Donc je fais le lien avec les Midos, notamment la ressource en eau, d'où le nom Trois-Rivières. Donc voilà, vous faites peut-être un peu le lien, qui va sortir d'ici la fin d'année, ça sera gratuit, disponible. Surtout pour les ados, je me suis dit, tiens, il manque peut-être un jeu vidéo pour... on a beaucoup parlé des... Ah, déjà. On parle beaucoup des jeunes, on a beaucoup parlé des jeunes, des étudiants. Je pense quand même, j'en profite, il ne faut pas sous-estimer la jeune génération. Quand j'ai montré le jeu vidéo, quand j'ai fait des bêta-tests auprès des jeunes ados de 11, 12, 13 ans,
j'ai été assez impressionné de ce qu'il raconte en fait par rapport à la pollution, par rapport à l'environnement, l'écologie. Et donc, je parlais aussi de mon très perso en fait. Quand ma fille a ramené un petit dépliant sur l'IA transmis par ses professeurs, et que je vois que c'est une ode à l'IA en fait qui est produite par un éditeur qui appartient à Bolloré. Je me dis bon, voilà. Je pense qu'ils sont pas non plus, ils n'ont pas la bonne information. Donc c'est vrai ce qui a été dit. Il faut transmettre la bonne information, mais il faut pas sous-estimer les jeunes. Personnellement, quand je suis sorti même des études, pour moi j'étais hyper techno-optimiste. Faut déployer les technologies, ça optimise, etc. Donc faut vraiment pas sous-estimer. Donc faut les aider à déconstruire tout ça et arriver un peu au stade tel qu'on a aujourd'hui. Et je trouve ici, dans cette salle, et depuis ce matin, aussi, je pense que le passage de David Maenda Kitoko l'année dernière a joué. On a une certaine maturité ici, donc aidant les jeunes à atteindre cette maturité, ça prend du temps. Donc voilà pour le jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo éco-conçu. C'est-à-dire qu'il va fonctionner sans installation, sur des ordinateurs, smartphones les plus anciens, notamment mon téléphone de 10 ans. Tout ça pour dire que j'ai travaillé sur l'éco-conception pendant 3 ans à la DINUM. Voilà, le référentiel d'éco-conception, vous l'avez peut-être. Mais il y a un problème avec l'éco-conception déjà, il y a une problématique on est limité par les systèmes d'exploitation des ordinateurs, des machines en fait, pour vraiment réaliser l'éco-conception jusqu'au bout. Et selon vous, quel est le système d'exploitation le plus répandu dans le monde? Android. Linux, Android? Le système d'exploitation le plus répandu dans le monde? C'est le capitalisme. Vous avez vu? C'était une question piège. Non, du coup, oui. Du coup, l'éco-conception ne suffit pas. Il faut que j'aille un peu plus vite, désolé. Pourquoi ça ne suffit pas? Même si j'ai travaillé dessus, je l'ai promu, etc. Mais ça ne suffit pas. D'une part, la première chose, l'éco-conception, c'est toujours de la conception. On va rajouter des services numériques. Donc attention à ça. L'éco-conception ne suffit pas parce que on se pose jamais la question de la finalité. Quand j'entends parler, ah oui, je vais éco-concevoir un site e-commerce pour vendre des babioles. Non, moi j'ai envie de saboter ce genre de site e-commerce, quoi, pas l'éco-concevoir. L'éco-conception ne suffit pas parce que il y a l'effet rebond, on en a parlé ce matin, ça a été évoqué, pourquoi l'effet rebond, plus c'est efficace, plus on l'utilise, et au lieu de réduire les conséquences environnementales, sociales, on va les augmenter. Voilà, c'est ça l'effet rebond, grosso modo. Et je vais faire un parallèle aussi. On parle aussi d'une solution qui est proche de l'éco-conception, c'est la low-tech, donc des technologies démocratiques, maîtrisées, maîtrisables, réparables, open source, pardon. Face à la high-tech, si on pourrait en parler avec l'agriculture, voilà, c'est le paysan qui a à petite échelle produit, il peut réparer son chariot contrairement aux machines que l'agriculteur il va mettre 20 ans à payer et qu'il ne saura jamais réparer. Et puis derrière ça, il y a la différente IA, qui pour moi, ça représente ça en fait. Et l'IA, juste pour dire quelques mots là-dessus, on parle beaucoup de la matérialité de l'intelligence artificielle, donc la consommation d'énergie, on a entendu EDF, mais on ne parle jamais, ou très peu, des conséquences indirectes de l'IA, en fait, à quoi ça sert. L'IA aujourd'hui, c'est en train d'accélérer tous les processus, nos modes de vie, et en fait, au-delà de son empreinte directe, moi, ce qui me questionne, c'est ce que ça va faire, en fait, et on est au tout début. Qu'est-ce que ça va accélérer? Et pour moi, c'est, en fait, au lieu de décélérer, en fait, on est en train d'accélérer face au mur, en fait, c'est un peu dommage. Et durant mes rencontres, forcément, j'ai exploré les conséquences environnementales du numérique, des technologies. C'est l'extraction des mines, dans l'assemblage des équipements, dans la gestion des déchets, les data centers aussi, installation de data centers partout, aussi promu par notre cher président. Et petit à petit,
je rencontre des gens qui me parlent de décoloniser le numérique. Alors, pourquoi décoloniser le numérique? Notamment, vous l'avez rencontré, David Maenta Kitoko l'année dernière. Et j'avais déjà commencé à lire Pour une écologie décoloniale, que je vous invite vraiment à lire, de Malcolm Ferdinand. Et en fait, de se dire, en fait, le numérique tel que nous le connaissons, c'est un numérique qui repose largement sur des logiques coloniales, néocoloniales, postcoloniales, c'est-à-dire sur l'accaparement des ressources des pays du Sud et l'asservissement des peuples. Voilà grosso modo, en résumé, ma définition. Ma définition, qui vient de toutes les rencontres que j'ai faites. Mais aussi, nous-mêmes, on est victimes de cette colonisation numérique, de la part des GAFAM notamment, de nos données on en a largement parlé ce matin, de nos données personnelles, de notre temps d'attention, etc. Et donc voilà, ce que je citais, donc je vous invite vraiment à lire Malcolm Ferdinand, et donc David de l'association Génération Lumière, que vous avez eu la chance, certains en tout cas, de l'avoir vu et entendu l'année dernière. Et du coup, d'autres cadres qui permettent de rendre le numérique un peu plus acceptable, on va dire. Notamment Louis Déra qui propose ce cadre émancipateur et non aliénant, choisi et non subi, soutenable humainement et environnementalement comme grille d'analyse. Une autre grille, c'est celle d'Arnaud Lévy, numérique d'intérêt général. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. C'est des cadres qui permettent d'aller au-delà de l'éco-conception, d'envisager d'autres qualificatifs et d'autres critères pour mieux évaluer la mise en place de numérique ou justement la non-mise en place de numérique. Et moi, dans mes pérégrinations, dans mes aventures, on va dire, là où je suis à un moment où je travaille sur la désescalade numérique, voilà, parce que j'ai rencontré des collectifs qui veulent travailler là-dessus. C'est venu aussi d'une idée de Célia Isoard, l'autrice de La Ruée minière au XXIe siècle. Et avec Point de Mire, donc on a commencé à travailler sur une désescalade numérique. Là aussi, référence aussi à Alexandre Monin, qui parle de renoncement, des innovations, des start-upisations. Voilà, c'est des choses intéressantes. Et donc, c'est un peu décousu tout ça, mais tout ça pour dire que ça va arriver bientôt. Je peux rien vous montrer pour l'instant, mais on a travaillé, c'est fait, ça va être bientôt publié pour les municipales 2026 sur 10 propositions pour une désescalade numérique. Alors j'ai entendu, j'étais très content ce matin, tout à l'heure, d'entendre désescalade numérique. Voilà, c'est le choix qu'on a fait parce que ça nous parlait à tous. Et notamment, on y retrouvera des choses qui nous paraissent évidentes, notamment dégafamiser la mairie, les collectivités. Ça peut être aussi la question de la surveillance de masse avec les caméras, l'aspect surveillance algorithmique également. On en a parlé aussi, l'aspect, oui, effectivement, Olivier en a parlé, c'est dans le programme, merci Olivier, le fait d'avoir un droit à la non-connexion pour accéder aux services de la collectivité. Voilà, j'en dis pas plus, ça va être bientôt publié, suivez les réseaux, on va essayer de diffuser largement. Et a priori, et aussi via Héro Tribune. La Tribune Héraultais, je ne sais plus le nom du média local. Et puis, sur le numérique, on en parle très très peu et ça me désole, c'est de réfléchir à d'autres modèles de société. Et ça peut être la société en général, mais c'est aussi une société au sens entreprise. Et donc, moi je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Copanam. Et j'étais dans une coopérative avant de rejoindre l'administration, mais j'étais dans une coopérative Scope, où l'entreprise, grosso modo, l'entreprise appartient à ses salariés, ça appartient pas à des actionnaires. Donc à la fois la gouvernance, la stratégie et aussi les bénéfices, sans partager, et non pas partant des dividendes ou que sais-je. Donc je dirais, de ce que j'ai pu rencontrer, en fait, notamment des entreprises comme Télécope, qui proposent un forfait mobile sobre, c'est-à-dire un forfait mobile limité en termes de gigaoctets, c'est vachement intéressant en fait.
Et du coup, c'est une entreprise coopérative, donc appartient à ses salariés. Il y a aussi l'entreprise Common qui propose la location et non pas la propriété. Voilà, je fais des pubs parce que non seulement c'est des amis, et moi-même je suis client, je ne suis pas actionnaire parce que du coup on ne peut pas être... Quoique, si on peut être... on appelle ça l'actionnariat social. Mais voilà, on n'en bénéficie pas, on ne devient pas riche avec ça, quoi. C'est plus soutenir ce modèle-là. Mais en tout cas, c'est des modèles qui vont au-delà des modèles existants. Donc, je disais, voilà, la location de matériel plutôt que la propriété. Du coup, ça permet de réparer au maximum parce qu'ils ont les pièces, etc. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ben, c'est pas grave, on passe. Il y avait d'autres façons aussi, peut-être. Ah oui, pardon, j'ai mis une photo un peu cliché, désolé. Et puis d'autres métiers envisagés, peut-être. J'en parlais tout à l'heure des innovations. Pourquoi pas réfléchir à des nouveaux métiers de consultant en des innovations, de consultant en alternative au numérique, consultant en alternative à l'IA. Ça peut être des choses intéressantes, de consultant en low-tech, etc. D'autres façons de travailler. J'ai rencontré, parce que je suis bénévole dans une ferme agricole à côté de chez moi, et j'ai rencontré un mec, un développeur comme moi. Il y a beaucoup d'informaticiens qui viennent à la ferme, beaucoup de gens du numérique qui cherchent du sens. Et pendant qu'on plantait des poireaux, en fait, il m'a raconté sa vie. En fait, il est développeur 3 jours par semaine et 2 jours par semaine, il vient faire son stage à la ferme et il aimerait pas du tout travailler à la ferme, hein, mais il aimerait que son temps soit défini comme ça. Et j'ai trouvé ça vachement chouette, en fait. Pourquoi on ne ferait pas ça tous ceux qui peuvent, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. En tout cas, si on peut, pourquoi pas, en fait. C'est cool ce qu'il fait. 3 jours par semaine, il est derrière l'ordinateur, vraiment de manière sédentaire, et 2 jours, ça peut être intéressant d'être 2 jours à la ferme, mais c'est vrai que c'est hyper physique, etc. Mais 2 jours, ça va, ça passe par semaine. Et j'ai trouvé ça intéressant, voilà. J'en suis pas du tout là. Hein. Mais, et d'autres façons de travailler, je l'ai rencontré, du coup, auto-promo encore une fois, désolé. J'ai réalisé un podcast qui s'appelle Au cœur des tiers-lieux, où j'ai été dans 8 tiers-lieux un peu partout en France, où j'ai rencontré d'autres façons de faire société, d'autres façons d'habiter. Et voilà, c'est disponible au format podcast, notamment comme le podcast écologie sur toutes vos plateformes des GAFAM préférées. Et du coup, pareil là, les entreprises que j'ai... alors les tiers-lieux, ça peut être des assos, mais c'est aussi des entreprises. Et la plupart du temps, c'était des entreprises coopératives en fait. Donc voilà, c'est un peu le monde d'après que j'ai pu côtoyer. Tout n'est pas parfait, hein, mais c'est chouette. Je vous invite vraiment à lire ça. Et puis, face au monde qui nous entoure, en fait, quand on parle de désescalade, on nous dit souvent, mais on est en guerre, etc. Maintenant, il faut de la puissance, il faut investir dans l'armement, dans les technologies. Investir dans les technologies, ok, on voit ce que ça donne, en fait. C'est les frappes ciblées de l'IA à Gaza. Ouais, pas tellement ciblées, en fait. C'est aussi la guerre en Ukraine, là, je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, c'est les drones. En Ukraine, voilà ce qu'ils font, en fait, ils s'installent des filets anti-drones sur les routes. C'est ça l'avenir qu'on veut. Moi, perso, je ne sais pas ce que j'ai envie pour mes enfants. Et je me dis qu'il y a une porte de sortie, en fait, au-delà de ce discours guerrier, de ce discours très technosolutionnisme. C'est... Comme disait l'autre, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ce que je disais, en fait, on peut développer l'aspect low-tech. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la décolonisation. L'aspect, pour décoloniser le numérique, allant vers la low-tech, allant vers il y a tout ce qui est mine urbaine, en fait, exploiter ce qui existe déjà ici, en France, en fait. Et créant d'autres modèles tels que j'ai pu le côtoyer dans les tiers-lieux. On peut l'avoir aussi dans les ZAD, les ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas exactement ça qu'on veut. Enfin, ok, allons dans l'escalade militaire, mais pour quel avenir en fait on va dans le mur. Et compte tenu des contraintes, des ressources dont je parlais au début avec les Meadows, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose finalement? Donc proposons une alternative vraiment différente. Et ces alternatives vraiment différentes, on les retrouve un peu dans tous les mouvements de décroissance portés notamment par Timothée Paric en France. Donc un bouquin vraiment intéressant à lire, au-delà des clichés, de montrer vraiment que c'est faisable.
il y a un bouquin qui est super intéressant. Là, c'est un roman. C'est un candidat, enfin, c'est un économiste qui est pour travailler 2 jours par semaine. Bon, c'est un peu extrême. Mais donc, qui s'appelle Paresse pour tous et qui se présente aux élections présidentielles. Et c'est assez drôle, je vous invite vraiment à le lire. Et c'est vraiment intéressant, en fait. On se dit, bah oui, c'est faisable. Voilà pour moi, je crois que j'ai un peu tout dit, tout et n'importe quoi, mais surtout des choses telles que je les ai vécues ces dernières années. Donc j'espère que vous allez retenir quelque chose. Et si vous n'avez rien retenu, je vous ai laissé un petit à emporter. Et je suis disponible pour vos questions. Merci pour votre attention. Alors, on a le temps de prendre une petite question. Je pense, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Vous êtes un peu timide. Allez. C'est juste pour prolonger un peu le temps de la pub. Je voulais avoir un peu plus d'explications sur l'outil le jeu que vous êtes en train de développer. Et si vous avez l'intention peut-être auprès des lycées, des collèges, essayer de le s'aimer un peu partout. Oui, merci. Alors pour le jeu, à la base, donc je travaille avec le ministère de la Culture là-dessus, avec le service numérique du ministère de la Culture. L'idée, c'est de le promouvoir auprès des médiathèques partout en France. Donc dans les médiathèques, il y a souvent un espace numérique avec des gens qui travaillent sur le numérique. Donc déjà, tous les bêta-tests, je les ai faits dans une médiathèque justement. Donc c'est de le promouvoir dans les médiathèques. Et quoi qu'il en soit, le jeu il sera disponible en ligne dans le navigateur à tout le monde. Donc on va essayer de le diffuser largement par la communication. Le jeu est en open source. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux que j'en dise. Sur le contenu même, j'ai pas envie de trop spoiler le sujet, mais il y a... Ah oui, je peux peut-être dire la grande ligne en fait. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être tiens, prenons un village un peu mignon, un peu à la Zelda, un peu à la Animal Crossing, pour ceux qui connaissent. Et quels pourraient être les effets? Donc c'est un village traversé par 3 rivières. Quels pourraient être les effets des industries polluantes sur ce village? Voilà, c'est un peu l'idée de départ.